Merci à tout le monde, merci à tous les participants, qu'ils soient euh, le public actuel et puis le public qui se connectera ensuite dans YouTube, puisque bien sûr, cette table ronde est filmée, enfin enregistrée grâce à Zoom et va être montée et mise sur YouTube. Et puis aux conférenciers, bien sûr, les personnes Jean-Pierre Troadec, Georges Maxence, François, et puis aussi merci à Philippe pour me donner un coup de main. Deux mots sur OVNI Paris, très rapidement. Bon, c'était fondé en 2010 par Guy Lothaire, hein, qui nous a quittés en 2020. J'ai repris en 2017. Donc, je m'appelle Patrice Galacteros. Et en passant, je me permets de dire que c'est pas du tout un pseudo, hein, c'est mon nom, mon véritable patronyme. Beaucoup de gens me demandent si c'est un pseudo. Non, pas du tout. Voilà, ça vient des fins fonds de l'Anatolie, mais c'est arrivé en France. Alors, cette association OVNI Paris, elle s'est donnée comme objectif de partager l'information sur le sujet des ovnis et les sujets associés. Voilà, donc tous les mois, on fait en gros une conférence ou une table ronde comme on fait maintenant ici. Et surtout, je cherche un équilibre entre l'ouverture d'esprit et puis le scepticisme. Le scepticisme, il en faut, mais certainement pas la négation pure et simple du phénomène. Et puis l'ouverture d'esprit aussi, mais pas du n'importe quoi. Il faut faire attention. C'est un peu pour ça que depuis un certain temps, moi, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin de parler de ce phénomène des galactiques qui nous est apparu nouveau à nous, les ufologues de terrain, ufologues qui tournons un petit peu dans une sorte de ronron où on fait toujours un peu les mêmes choses. On parle des parties de l'ufologie. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Moi, j'ai appris ça en allant chez Georges Metz, hein, malheureusement, il nous a quittés. Il m'avait montré le livre d'Elena Danaan sur les races extraterrestres. Et puis ensuite est arrivé, alors, de mon point de vue, hein, le Zénith de Limoges, qui a fait beaucoup de bruit d'un point de vue médiatique. Pas en bien, mais peu importe, ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça fait une publicité. Donc, impossible d'ignorer le phénomène. Comment le traiter? Je ne savais pas trop. J'ai pas mal hésité. Et puis, en discutant, notamment avec Charles, Jean-Pierre et puis François, est tombé sur l'idée de faire une table ronde, ce qui va permettre de le traiter sous plusieurs angles et sans tomber ni dans la complaisance ni dans l'hostilité. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais faire avancer la machine. Voilà, il y a un petit préambule. En gros, nous sommes à l'écoute, tous les points de vue sont bienvenus et s'il vous plaît, restons polis et courtois, même si certaines des affirmations qui vont être établies, affirmées, c'est le cas de le dire, ce soir vous choquent, mais voilà, on est ici justement, on est à l'écoute. Alors, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a réuni une petite équipe avec François Xmada. François, donc, qui est sur un fond céleste. On voit au milieu des étoiles, de la courbure de la Terre et des étoiles. François, c'est un informaticien qui s'intéresse depuis 20 ans à l'ufologie et la spiritualité. Ça, c'est assez important, la spiritualité. Il a bien insisté qu'il faut Oui, c'est important de le dire pour comprendre le Voilà, sujet des galactiques. absolument. Il y a une phrase que j'ai reprise sur la couverture de ton livre. Le phénomène OVNI, généralement relégué au rang de la science-fiction et ignoré par les scientifiques, est intimement lié à l'histoire de l'humanité, à son évolution et à son origine. Si les OVNI n'existaient pas, l'humanité n'existerait pas. Donc, c'est bien la ligne directrice de ton livre qui est là, qui affiche au milieu de l'écran, dans la magie de Zoom. Voilà. Un Mais la livre, donc, je couverture est à dirais, prendre ouais, au sens propre. oui, oui. C'est un livre de très bonne facture qui est bien richement illustré. Enfin, c'est des illustrations que tu fais toi-même. D'ailleurs, c'est toi qui fais les affiches d'OVNI Paris et je t'en remercie encore une fois. Elles sont de Avec plaisir. qualité. Voilà. Euh, voilà. Donc, je passe ensuite à Charles Maxence, alors, qui est un journaliste scientifique formé à l'ethnologie.
qu'on commence à bien connaître dans le milieu de l'ufologie, parce que tu t'y es lancé depuis quelques années, et je crois que tu t'y es lancé à fond. Tu as fondé la revue Orbs, L'autre planète. L'autre planète, ça veut dire que c'est en quelque sorte, si tu vas me dire si je dis des bêtises, une revue qui succède dans ton esprit à Planète, qui reprend l'esprit de Planète. Hein, je C'est pense bien que c'est ça, tout à ça. fait. C'est proposer un planète d'aujourd'hui, en effet. Ouais. Voilà. Connaissance. Tu as rejoint plusieurs collectifs sur les phénomènes ovnis, effectivement. Je sais que tu fais partie d'une autre association qui fait de l'archivage sur les données ufologiques. Tu es aussi alors, ça c'est qu'une partie, celle qui nous intéresse peut-être le plus aujourd'hui, mais tu es aussi l'auteur d'ouvrages sur les nouvelles technologies de l'énergie et la cyberculture, tels que le feu sous les ondes. Bon, et bien sûr, tu as... bon, je, Oui, je il y a reviens un des peu sur les... bouquins, il y a des bouquins, il y a des documentaires, il y a différentes choses que j'ai pu Oui, il y a faire beaucoup de choses. depuis Bon, je 2005 à peu simplifie. près, ouais. Si vous voulez, vous allez dans LinkedIn, j'ai lu le maladie à LinkedIn, et vous trouverez une biographie détaillée de Charles. Ce qui est important pour nous, c'est le livre qui est bien sûr affiché en partie, il est en partie chez moi caché par un bandeau sur les... mais peu importe, c'est ce livre-là. Voilà. Mm. Le printemps des ovnis. Alors que c'est un livre que je conseille d'acheter ou de faire acheter pour quelqu'un qui voudrait découvrir l'ufologie, qui ne connaîtrait pas grand-chose, mais qui aurait un esprit ouvert. Et moi, ce livre, il est sous-titré L'hypothèse extraterrestre, les faits limites, et moi, je le sous-titrerais bien Voyage au pays des ovnis. Et Oui. voilà. Ça permet de se faire une idée assez complète sur le phénomène, au sens sociologique, au sens. Au sens de Et l'impact, au sens de la manière dont ça fait bouger les lignes chez les humains, en fait. Voilà. voilà, merci. Et puis Jean-Pierre Troadec, c'est le vieux routier de l'ufologie, puisqu'il en fait de l'ufologie depuis plus de 50 ans. Il est né en 1957 à Toulon, il est de formation universitaire, titulaire d'un deuxième cycle, et plein de choses que je vais passer parce que il en a fait énormément. Il est journaliste économique et politique, puis directeur de la communication, etc., etc. Bravo, très beau CV. Bonsoir à tous. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même au niveau ufologique, c'est qu'il s'est spécialisé dans les rencontres rapprochées, hein, ce qui dans le jargon s'appelle R3 et R4, c'est-à-dire les contactés et puis les enlèvements. Et il privilégie un peu ce que j'ai écrit, l'analyse du discours. C'est-à-dire, il ne prend pas forcément pour argent comptant tout ce qui est dit, il essaye vraiment d'analyser, de le décrypter. T'as animé un grand nombre d'émissions radio et d'émissions de télévision. Oui. Tu es diplômé en intelligence économique et stratégique après un cursus de formation auprès de l'IHEDN. Voilà, voilà. Bon, on arrête là. À moins que tu aies quelque chose à rajouter? Non? Ok. Ben, si, ce que je peux dire, c'est que je suis très, très fier en fait d'avoir publié en première édition Ah, mais oui. en 1985 donc les OVNIs dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Nous étions deux auteurs et le livre a connu un franc succès puisqu'il a été réédité ensuite et il a été traduit en espagnol, donc une diffusion sur toute l'Amérique du Sud et en chinois. Donc, c'est un livre qui a connu quand même Un beau succès. un vrai succès à une époque où il n'y avait quasiment pas d'auto-édition, alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'auto-éditions, donc, ce qui veut dire une diffusion assez mal calibrée, alors que là, ce livre a été bien diffusé. Et bon, il n'avait pas la prétention de faire des révélations hein, dans les collections Que sais-je. C'est une sorte d'encyclopédie résumée sur le sujet. Mais je sais que c'est un livre j'ai toujours eu de bons retours sur ce livre et ça m'a été utile pour poursuivre mes activités. Voilà. Il y a une question dans les commentaires, c'est si tu es en train d'écrire un livre, et on te demande il va paraître chez quel éditeur, là, parce que je sais pas si tu vois les commentaires. Si je les Ben, vois, alors, il y a deux ouvrages en préparation. Je ne dirai pas chez qui ils vont paraître. Il y a déjà des contacts établis. Il y en a un qui sera vraiment une enquête sur les cas de contact et d'enlèvement en France liés au phénomène OVNI, et un autre
sur les rapports entre l'ufologie et les services de renseignement en France. Intéressant. Choses qui n'ont jamais été abordées et qui sont pour moi le fruit de plusieurs dizaines d'années d'enquête sur le terrain, une accumulation assez importante de documents inédits et je me donne le temps maintenant de pouvoir écrire ça et de publier. Alors, j'ai abordé un peu ces sujets au travers de ces 20 dernières années dans différents articles publiés, soit dans la revue Nexus, soit dans la revue Top Secret, dans la revue Lumière dans la nuit, mais ce n'était que des extraits. Alors que là, ça sera sous forme de deux ouvrages sur deux sujets différents, mais le point commun, c'est l'ufologie. Et je pense qu'il y aura des scoops et ça va faire bouger les choses selon mes pronostics. Voilà. On Super. espère et on les attend avec impatience. Merci Euh, d'avance. donc, j'ai oublié de dire je veux dire, François a aussi écrit un article dans cette revue, Moi, la OVNI revue et OVNI et extraterrestres. l'extraterrestre qui vient de paraître, c'est bon, c'est C'est en bas, directement c'est lié l'influence des extraterrestres, c'est ça? sur le destin de l'humanité. Ouais, Ok, c'est directement lié au sujet des galactiques. ok. Donc, il faut parler de Nexus. Pas pour faire de la pub, mais quoique pour moi, c'est une revue dont je suis abonné et que je trouve excellente. Est paru sur le dernier numéro, qu'on voit ici, trois articles, non, un article, les rencontres galactiques 2025, êtes-vous prêts? Ça, on en reparlera tout à l'heure, ça résulte du voyage de deux de nos invités à UPI, lors d'une convention justement galactique. Et voilà, dans ce journal, il y a trois interviews, dont une de quelqu'un d'assez célèbre dans le milieu galactique, c'est Elena Danahan. Mais il y a aussi une interview euh, De Robert de Lortal. Robert Lortal, qui est aussi lui, dans le monde de l'ufologie traditionnelle très connu. Et puis Paul Stonehill, que je connaissais moins, mais aussi un port très important. Et qui est Merci plus un ufologue pour ce classique. travail. On a essayé, Charles Maxence et moi, effectivement, comme nous étions tous les deux à UPI dans la Drôme cet été sur les troisièmes rencontres galactiques, 1200 personnes. On a essayé de faire un peu, non pas un compte-rendu, mais de donner un peu des papiers d'ambiance sur ce qui avait été dit. Alors, on n'a pas pu tout dire parce que quand on écrit un papier, on est toujours limité par la place, mais je pense que chacun sur les gens que nous avons rencontrés et interviewés, on a essayé de rendre compte de cette mouvance qui s'installe tout doucement sur notre continent européen. Voilà. D'accord. Alors pourquoi cette diapo? Eh bien pour le plan, ça va être, on va revenir dans le passé parce qu'en fait, cette phénomène galactique ne vient pas du néant, il n'est pas apparu d'un seul coup par génération spontanée. Il a des racines anciennes, quasiment dans les années 50. Donc là, je vais laisser peut-être Jean-Pierre en parler à partir de là. Je vais dire quelques mots, et puis Charles Maxence me complétera. Effectivement, le phénomène des contactés à grande échelle, si je puis dire, a commencé aux États-Unis dans les années 50, avec des contactés comme George Adamski, George Van Tassel, Orfeo Angelucci, enfin tous ces gens, à l'époque, ont écrit des livres qui ont connu un très très gros succès. Et il y a dans le désert de Californie un endroit qui s'appelle Giant Rock, sur lequel il y a une météorite qui s'est crachée sur la Terre il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et sur ce lieu, donc, bien, les contactés se réunissaient et faisaient des conventions, faisaient des conférences, y assistaient énormément de personnes. Alors, on a l'image de droite en noir et blanc. Bon, les trois petites soucoupes, là, elles ont été dessinées. Hein, c'est pas une photo de soucoupe ni d'OVNI, mais ça montre l'état du État Le site. Et d'esprit. puis, succès, ouais, des milliers de personnes. Enfin, voilà. Et puis à droite, bon, on a le site aujourd'hui. Une partie du rocher s'est détachée. Et Georges Van Tassel, qui était l'un des contactés, qui le premier s'est installé là-bas, qui était un pilote d'avion, si je ne me trompe pas, avait fait une sorte d'abri sous ce rocher. Et c'est lui qui a commencé, on va dire,
a un peu occupé les lieux et pendant une dizaine d'années largement, les conférences ont continué, les conventions ont continué. Alors c'était vraiment assez électrique comme ambiance, il y avait des contactés. Certains de ces contactés disaient, bah, parmi nous, il y a quelques envoyés venus des étoiles. Enfin bon, c'était assez électrique. Mais en tout cas, ça a drainé beaucoup, beaucoup de monde. Et je pense que quelque part, la mouvance actuelle des galactiques en France, entre autres, s'inscrit un peu dans cette continuité, c'est-à-dire des rassemblements autour de gens qui prétendent avoir été contactés, avoir vécu une rencontre rapprochée du troisième type et avoir eu un échange télépathique ou oral avec une entité qui vient d'ailleurs, selon ses déclarations. Alors à l'époque de Giant Rock, on parlait des contactés parlaient des Vénusiens, des Saturniens, des Martiens. Bon, on sait que sur ces planètes, il n'y a rien de, il n'y a pas de vie telle qu'on l'imagine en tout cas. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est une ambiance très électrique et je pense que la mouvance des galactiques s'inscrit un peu dans cette optique. Charles Maxence, si tu veux compléter peut-être. Oui, je peux peut-être rajouter une ou deux petites idées par rapport à l'introduction qu'a fait Patrice Galacteros. Moi, je suis assez content qu'on ait cette discussion ce soir, ou en tout cas que Patrice ait eu le courage de faire cette émission. Et en même temps, on fait cette émission en innovant au niveau de la forme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul intervenant, on est plusieurs intervenants. Pourquoi? Parce que sur la question galactique, il y a plein d'angles d'entrée, en fait. Est-ce que on a des infos qui viennent parce qu'on fait du channeling et qu'on est médium, et donc on a des infos qui viennent avec la Confédération galactique ou le représentant de je sais pas quelle civilisation ou de quelle race qui vous fait passer des informations? Est-ce que c'est parce que vous avez été enlevé ou contacté et que bah, du coup vous êtes dépositaire d'un savoir, dépositaire d'une connaissance, d'un message et d'une manière ou d'une autre vous vous sentez habité par le besoin de prendre la parole pour en parler? Ou est-ce que eh ben, c'est parce qu'en fait il y a des dossiers secrets, il y a des documents, il y a Majestic 12, il y a ci, il y a ça, avec des bases secrètes, des projets d'hybridation, et puis on a X-Files au milieu qui rajoute un petit peu de piment sur l'affaire. Donc on voit bien que ce qu'on va appeler galactique, en gros, histoire de marquer une frontière ou un champ des questions extraterrestres. J'ai pas envie de dire que c'est de l'ufologie, j'ai envie de dire que c'est des questions extraterrestres ou de l'hypothèse extraterrestre ou des choses comme ça. C'est pour bien marquer la différence avec le tol et boulon qui va être sur une approche matérialiste avec des vaisseaux qui viennent et tout ça. Mais en même temps, quand bien même sur, on l'a compris, hein, ce qui est galactique, c'est quand même il y a vachement de discours. C'est des humains qui font passer des messages. Donc, avec Adamski, on a des choses qui arrivent avec des photos. On parlera sans doute un peu plus tard dans la discussion de Adamski et de Michel Zierger, qui fait un super travail documentaire à base d'archives de première main auxquelles il a la chance d'avoir accès, hein, qui permettent de de nourrir, de documenter, de consolider en fait ses recherches et sa démonstration. Les galactiques, ça ouvre un champ qui est tabou, ou en tout cas qui fait que c'est tellement barré, ça nous fait tellement voyager loin que tout de suite, les ufologues purs et durs qui travaillent sur le terrain, qui travaillent sur des observations, qui sont en train déjà de galérer pour faire entendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est déroulé et que ce quelque chose d'anormal, c'est ni un phénomène optique, c'est ni un phénomène atmosphérique, c'est ni un phénomène aérospatial au sens de prototypes qui viennent de quelque part ou d'ailleurs, que euh, donc automatiquement il fige quoi. Mais en même temps, il y a les soucoupes qui viennent, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Les soucoupes qui viennent, si on part dans l'idée qu'elles existent, hein, au sens qu'on a des phénomènes volants non identifiés qui ne sont pas d'origine humaine et qui ne sont pas d'origine naturelle, hein. On est bien sur quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc, par rapport à ce quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous titille depuis des décennies, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Il faut bien qu'il y ait des usines quelque part qui fabriquent les engins en question. Ah, on ne sait pas si ce sont des usines. On était peut-être poussés comme des êtres vivants. Ben, peut-être, pourquoi pas. Enfin, il peut y avoir des champignonnières qui existent quelque part, Exactement. des astro-champignonnières. Et donc, en fait, la question des civilisations galactiques, la question de peuples qui viennent d'ailleurs
et ces peuples-là qui peuvent être des humains. Moi, il y a un petit préambule dans le livre de François là sur les ovnis et l'humanité que j'adore, qui juste pose un truc, ça met les pieds dans le plat d'une manière extraordinaire. En plus, c'est la première ligne du premier paragraphe de la première page des premiers avertissements, hein. Donc, Alors, je me souviens plus, c'est quoi? étant donné qu'il y a des humains en de nombreux endroits de l'univers, la planète Terre n'a pas le monopole de l'humanité. D'ailleurs, la plupart des humains ne vivent pas sur Terre. Néanmoins, par commodité, quand je mentionnerai l'humanité ou les humains, je parlerai généralement des terriens. Donc on voit qu'en plus, la question extraterrestre peut tout à fait être associée à des humanoïdes. En tout cas, ça fait partie des postulats, ça fait partie des récits. Je vais pas, on Oui, peut dire que ça fait partie des croyances par rapport à des personnes qui en sont convaincues, mais en tout cas, ça fait partie des questions légitimes qu'on peut se poser à la lumière des indices et des éléments qu'il y a dans le dossier depuis 50, 60, 70 ans. ouais, Et tout à donc, fait. la question galactique, elle devient très attirante, et je finis là-dessus, hein. Elle devient très attirante d'un point de vue psychologique, et comme elle devient très attirante, et ben, du coup, elle attire les foules. Et en fait, c'est ce qui se passe, et je finirai là-dessus, il faut avoir là, même si on est sur un contexte, parce qu'on parle de Limoges, j'ai eu la chance de faire partie des journalistes présents à Limoges en mars 2024, je raconte tout ça dans le Printemps des OVNIs, dans le chapitre sur les galactiques. Euh, le phénomène galactique n'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène mondial. Après, on peut dire, si on prend des comparaisons un peu qui nous permettent un peu de comprendre ce qui se passe, c'est une logique d'influenceurs. On a un réseau de conférenciers, on a un réseau d'influenceurs qui font un tour du monde et qui font une escale au Japon, qui font leur escale aux États-Unis, qui font leur escale en Europe. Ils peuvent en faire une en France, ils peuvent en faire une en Grande-Bretagne. Là, il va y en avoir une en mai prochain, je crois, ou en tout cas au printemps prochain, en 2026. Il y en aura une en Suède. Donc voilà, et donc ce qui fait qu'on va avoir plus ou moins les mêmes intervenants, pas forcément, on va avoir quatre cinq intervenants phares les plus connus, on en a d'autres qui viennent, des fois c'est plutôt des chercheurs, des inventeurs, des fois c'est plutôt des médiums et des psychiques, et ça c'est le même genre de melting pot que celui des années 50 dont Jean-Pierre nous a parlé au début. Donc Ok. on a premièrement une continuité temporelle ou historique, même s'il y a une résurgence importante du fait des réseaux sociaux, du fait de YouTube, du fait des émissions en direct que les personnes peuvent envoyer par le net et par la vidéo. Et simultanément, on est sur un phénomène mondial, global, où la France se retrouve à monter à bord du grand Barnum, du grand cirque galactique en quelque sorte. Voilà. Ouais, ok. C'est certain, c'est que le phénomène est quand même. Tu parles de diffusionnisme, on en parlait un petit peu avant que débute l'émission. Ça vient quand même des États-Unis et ça s'est diffusé dans le monde entier, effectivement, ça devient global. Là, dans cette diapo-là, je montre un livre la couverture d'un livre de Michel Zirguer, livre donc qui est quasiment contemporain, qui est pas très ancien. Oui, de mémoire, il est sorti l'an passé, ouais. Ah Ouais. non, celui-là, non, cette année, il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas Un longtemps. livre de cette année, il est Et récent. donc, il y a Oui, vraiment ce lien pardon. entre. Il y a des gens qui matérialisent en quelque sorte ce lien entre le passé et l'actualité. D'ailleurs, bon, là, sur la droite, j'ai des illustrations sur deux autres contactés. Il y a Truman, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, Truman Bétourou, peut-être. oui, Troyen Moutourou, Oui. Et puis Georges Van Tassel, Georges Van Tassel. celui dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Euh, Donc, euh, comment dire, là, c'est pour illustrer aussi un petit peu cette affaire d'Adamski. Ce qui est important, c'est cet individu là au centre, George Hunt Williamson, qui a joué un rôle très important dans la diffusion et dans la promotion de ce contact avec Adamski. C'est lui qui a pris notamment les empreintes de l'extraterrestre nommé Orton. Enfin, on en Surnommé fait Orton. Surnommé Orton. surnommé Orton. Il avait, Oui, il avait exact, question. surnommé Orton. Euh, Moi, ce qui est important de Il y dire a... aussi, Oui, vas-y, je Adamski, t'en prie. Adamski n'avait pas demandé à être médiatisé, hein. C'est vraiment les témoins qui se sont précipités suite à la rencontre du 20 novembre 1952 pour aller voir des journalistes parce que c'était historique cette rencontre avec un extraterrestre. Ils ont été témoins, même si on ne peut pas prouver que c'est un extraterrestre, puisqu'il était de Ouais, type c'est un humain. peu mon idée, c'est qu'il a été pris en main en quelque sorte de plus en plus. Et bon, notamment un de ses livres. Enfin, bon, on n'a pas.
c'est normal, on n'a pas la même idée sur ces bouquins, mais Je pense qu'il vaudra mieux parler d'Adamski en parlant vraiment d'Adamski plutôt que de lâcher une ou deux anecdotes comme ça sans les mettre dans le contexte, quoi. ouais. Euh, on en Mais parlera. Bah là, non. l'article que tu Ouais, viens de me pardon. présenter, Patrice, est intéressant parce que il montre une photo. Adamski a fait, mais François pourra compléter. Adamski a fait plusieurs photos de l'objet qu'il dit avoir vu. Et celle-ci est restée très longtemps ignorée, enfin, sauf des gens qui ont lu à l'époque The Phoenix Gazette. Mais cette photo a été très longtemps ignorée des ufologues et Adamski ne la revendiquait pas parce qu'elle était de mauvaise qualité. Il voulait ne montrer que les photos qu'il avait, selon son point de vue, réussies. Et cette photo qu'on voit à droite, d'un objet circulaire, bon, qui a été euh, analysé par un spécialiste de l'image qui était en lien avec Michel Zierger, en fait, montre l'objet que Adamski dit avoir vu, mais elle est restée très longtemps ignorée du grand public, donc c'est intéressant. Peut-être François, tu veux faire peut-être un complément sur cette image. En fait, la célèbre photo qu'a pris Adamski, c'est celle du 13 décembre 1952, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, où des gens ont dit que c'était une lampe. On a entendu divers types de lampes, hein, lampe à pétrole, abat-jour, j'ai même entendu dans les blocs de chirurgie, bon bref. Mais il a pris en fait le même engin 3 semaines plus tôt, hein, le 20 novembre, et comme tu dis, comme elle était de mauvaise qualité, elle a été moins médiatisée, moins diffusée, cette photo. Alors, il y a une chose, le passager de la soucoupe volante déclare que les bombes A, l'explosion des bombes A, est la raison de sa visite, des En fait, ouais, visites. c'est le sujet bah, le lien entre Et ça, c'est quand même ovni et important. nucléaire, et l'avenir lui a donné raison. Et, Connexion directe entre prolifération nucléaire et manifestation d'OVNI Et voilà. est avérée, quoi. Donc, Pour depuis le moi, début pour des moi, années 50, Adamski on est, commençait à en pardon, parler. je vous interromps une seconde, les amis, mais à mes yeux, Adamski est beaucoup moins galactique que Van Tassel. Parce que Adamski, il défrait la chronique parce qu'il y a des histoires de photos, parce qu'il y a des histoires d'atterrissage, il y a des histoires de rencontres, et puis donc il prend des photos. Donc ça peut passer pour pour une technologie ultra moderne à l'époque, comme une preuve définitive. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Mais c'est Van Tassel qui est quand même beaucoup plus galactique que Adamski, puisque Adamski, il voit quelqu'un devant lui. Pour la faire courte, hein, il voit quelqu'un devant lui qui lui dit qu'il vient de Vénus. Bon, d'accord, ok. Éventuellement, il va monter à bord, machin. Mais par contre, Van Tassel, on est sur, il reçoit des contacts télépathiques façon médium psychique, d'entités qui disent qu'ils viennent d'une civilisation qui vient d'ailleurs. C'est les premiers moments où on a l'amiral Ashtar ou le commandant Ashtar qui fait son apparition, qui est quand même qui va devenir un, un acteur ou en tout cas une figure récurrente des contacts galactiques à travers le monde. Et Van Tassel derrière pour plusieurs raisons, se retrouve à être à amorcer les rassemblements de masse de type comme justement ce qui va défrayer la chronique en France ou qui caractérise Contact in the Desert aux États-Unis ou les rassemblements à Limoges ou des rencontres galactiques comme on a pu avoir en France depuis 2023. Avec Van Tassel, on a vraiment on n'a pas tous les ingrédients, mais on a une partie des ingrédients qui caractérisent la mouvance galactique. Hein. C'est-à-dire que des êtres prennent contact avec nous, qui disent venir d'une civilisation qui vient d'ailleurs et qui en plus nous font passer des infos par des voies, comment dire, non, qui deviennent sulfureuses, quoi, par des voies qui sont non catholiques. Voilà. Non OK. conventionnel. Alors, cette image-là, elle m'a été fournie par François. Ça montre bien le lien entre... Bah, c'était pour rebondir, ouais, j'ai bien aimé le lien qu'a fait Jean-Pierre Troadec sur ces Giant Rock, quoi, les spacecraft conventions dans les années 50, et puis ces nouveaux types de rencontres galactiques qu'on a récemment. Et bah, et en- par hasard, j'ai fait ce lien, en fait. Là, on voit à droite Robert Lortal aux dernières rencontres galactiques, qui a lui-même vu et monté à bord d'une soucoupe qui ressemble beaucoup à celle d'Adamski. Puis à gauche, on voit le modèle, en quelque sorte. ouais, qui était affiché à Giant Rock. Voilà, un demi-siècle d'écart, on voit ce point commun. Donc c'est un clin d'œil.
J'ai vu en fait que ouais, le magazine Nexus parle de ce lien entre résurgence Oui. de Ok. Jay Antrock. J'ai bien aimé ce clin d'œil, donc c'est voilà. Alors la photo de gauche, donc, elle est datée 1968, Géant Rock, et il y avait des espèces de podiums qui étaient construits un peu de briques et de broc. Là, on voit le personnage est en hauteur, protégé du soleil parce que ça tapait. Mais effectivement, bon, c'était. Alors, lors de ces conventions aussi à Géant Rock, il y avait des stands, on pouvait acheter des livres, on pouvait acheter des disques vinyles, la musique des extraterrestres, enfin, il y avait déjà toute une ambiance. Enfin, moi, à titre personnel, j'aurais aimé connaître cette ambiance de Giant Rock. Ça devait être assez électrique. Et je pense pour un historien ou un sociologue, là, il y a un magma à étudier, à mon avis, qui vaut le coup. Puis on voit à droite, bon, c'est plus conventionnel. Avec Robert Lortal, on a une scène avec un écran où sont projetées des images. Mais alors, Robert Lortal, c'est un personnage tout à fait passionnant. C'est un monsieur qui a 81 ans. Il n'a pas écrit de livre. On a écrit des récits très détaillés sur lui dans d'autres livres, mais lui, personnellement, n'a rien écrit. Mais il est très surprenant comme personnage parce qu'il raconte son histoire de façon très, on va dire, très basique, avec beaucoup d'émotions. Lui-même dit, moi, je comprends pas bien ce qui m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. À l'époque, il y avait deux autres témoins de son histoire. Il y avait son père et sa grand-mère, qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Mais en tout cas, moi, c'est un homme qui m'a touché, que j'ai trouvé particulièrement sincère. Et je tenais là à le redire parce que, et en tout cas, il a fait l'unanimité lors des rencontres de UPI, puisqu'il a fait une intervention, une conférence, mais ensuite, pendant les autres journées, il était suivi par tout un tas de gens qui l'apostrophaient, qui lui reposaient des questions, et Robert Lortal se prêtait au jeu. Il répétait son histoire en petit comité. Il y avait des groupes de 10, 20 personnes autour de lui, et il se prêtait bien au jeu des questions et des réponses. Oui, Voilà. j'ai le Tu même point de vois, vue sur Robert Lortal que ouais, j'apprécie beaucoup. Je rectifie juste une chose, il a écrit un livre qu'il a Ah, dû faire brûler parce qu'il a été menacé par des Men in Black. C'est alors ça, important de le dire. j'ignorais, Ben j'ignorais ouais, complètement. j'en parle dans mon livre brièvement, mais parce que je parle du sujet D'accord. des. J'ai oublié le nom du Ok. titre du Alors, chapitre de mon livre sur le oui, où les oui, gens c'est vrai sont que menacés. Et les gens, ouais, il a dû vraiment parce que ça, ils ont menacé sa famille, mais c'est les visites typiques, une voiture noire, un homme en d'accord. Alors, costume il m'en cravate. a pas parlé, il m'en avait pas Et parlé, mais ouais, c'est. c'est bien que tu en parles, François. Effectivement, dans ton livre, il y a plusieurs endroits où tu parles de Robert Lortel et où tu fais un peu un lien entre, on va dire, des apports physiques ou scientifiques qu'on peut connecter au récit de Robert Lortel. Et c'est assez, oui, je trouve que c'est assez troublant. Merci de cette précision. Ça m'avait totalement échappé. et puis il était passé, enfin, Gérard Deforge, c'est peut-être lui qui l'a mis, qui l'a reconnu, qui l'a mis en valeur. Et il était venu à OVNI Paris, c'était Gérard Deforge qui avait organisé ça en fait. Et il n'avait pas parlé de cet incident. Il avait parlé de son voyage en Himalaya, en soucoupe. Ah, mais Mais il l'a écrit après. Je crois que ouais, c'est après les années 2010 qu'il a écrit ce livre. ok. Bon, suivant. Ça, c'est. J'ai envie de faire de l'humour. Il y a un extraterrestre qui est caché dans cette image. Il est très Alors, drôle. juste pour les gens qui connaissent pas, donc c'est le fameux extraterrestre surnommé Horton qu'on voit à gauche. C'est Michel Zierger qui l'a dessiné en fait en noir et blanc. Il dessine bien, il m'a montré quelques dessins. Et il l'a fait coloriser avec l'intelligence artificielle. Et j'aime bien ce sort de lien entre cette ancienne époque des premiers contactés. Donc c'est un livre qui parle beaucoup d'Adamski et ces nouveaux types de contactés avec Elena Danaan en tête. Et comme vous pouvez voir en bas, là, ce livre est préfacé par Elena Danaan. Elle-même. Donc, Ouais. j'aime bien ce lien entre ces deux générations. Voilà, pour ces liens. Alors, c'est vrai que Michel Zierger est vraiment le spécialiste actuel de Dembski. Moi, je l'avais interviewé il y a quelques années, ça avait été publié à l'époque dans Nexus. Il s'est bien prêté au jeu des questions-réponses et c'est vrai qu'il a eu la chance de mettre la main sur les archives de Williamson, l'un des témoins du contact d'Adamski.
Et dans les archives de Williamson, il y avait énormément de documents concernant Adamski, des photos, des dessins, des écrits, et donc il a su exploiter ça dans le sens noble du terme. Et grâce à Michel Zirger, on a maintenant une autre vision de l'affaire Adamski, et je trouve que c'était à souligner. Donc voilà, les Galactiques arrivent en France. Ils ne sont pas arrivés en mars 24, ils sont arrivés nettement avant. Il y a eu déjà un symposium en 22, j'ai pas d'informations dessus, mais il y en a eu un autre en 23. Je sais que François, tu y étais En, en 2023. Symposium, non, moi j'étais aux rencontres galactiques, aux premières rencontres galactiques, je sais plus c'était dans quelle ville, avec, C'est les il y avait premières Elena rencontres Danan, j'ai croisé galactiques. Maxence. Voilà, C'était les premières rencontres galactiques, c'était à Tours ou à côté de à Tours côté de Tours, ouais, où en j'avais juillet vu 2023. Maxence J'y étais par également. hasard. D'accord. Mais celle qui a vraiment fait parler de son nom, parce qu'elle a réuni vraiment beaucoup de personnes, c'est celle au Zénith de Limoges. Je sais plus Donc, combien de milliers de personnes, je sais plus si c'est 2000 ou 3000, mais beaucoup de monde. oui, 2007. tu veux en parler, Max, Charles? Bah oui, il y avait 2700 personnes à l'événement à Limoges et il y avait cet effet de ferveur lié à la masse, hein, ça c'est sûr. Moi, dans les scènes qui m'ont marqué et que je relate dans le bouquin, il y a dès qu'on si vous voulez, le rassemblement de personnes qui va être là, qui joue le jeu du discours et de ce que ça suppose derrière. Il y avait donc tout d'abord au niveau de ce qui était sur scène, il y avait toute une scénographie, toute une mise en scène qui naviguait entre Star Trek, le cinquième élément, un peu de Star Wars parfois et tout ça, et avec des animateurs qui étaient en costume de films de Star Wars. Ou des éléments de décor sur scène avec des écrans géants magnifiques où on avait des fonds étoilés qui passaient et où ça clignotait. Il y avait des incises avec des bandes son et des extraits de dialogues de films avec des petits événements qui se passaient sur scène, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Donc on était vraiment dans un truc où on naviguait entre fiction et réalité. Ça, premièrement, c'était au niveau de l'ambiance. C'était plutôt très bon enfant au niveau de comment ça se déroulait, avec évidemment des intervenants qui peuvent hérisser le poil des plus matérialistes, hein, mais en tout cas, voilà, il y avait Anne Givaudan qui racontait des choses au niveau de ses voyages, il y avait d'autres intervenants qui nous présentaient des technologies énergétiques ou quantiques, enfin, voilà, donc ça allait vraiment un peu dans tous les sens, et puis il y avait un contexte plus large qui était que, quitte à ce qu'on soit 2500, autant oser faire le pas du méditation collective pour inviter à ce que des vaisseaux mers, à ce que des trucs se manifestent au-dessus de nous. Et du coup, derrière, bah, dès qu'il y avait une pause, ça cavalait à l'extérieur avec son téléphone mobile pour prendre des photos du ciel et s'extasier dès qu'il y avait deux taches noires qui apparaissaient à l'écran, quoi. Voilà, grosso modo, c'était un peu ça. Et ça, cette forme d'ufologie un peu naïve, qui est populaire de base, hein, ça c'est sûr. Populaire pour moi, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que des élites ou des élus, hein. Ça concerne vraiment tout le monde. Tout le monde est concerné. Et donc, il y avait un côté presque familial. Il y avait quasiment pas d'enfants. C'était plutôt à 70%, c'était des personnes retraitées, plus vieilles, au-dessus des 60 ans, en gros, qui étaient là. Mais il y avait une très, très bonne ambiance. C'était très, très humain. C'était très chaleureux. Et il y avait donc ce côté un peu dingue de groupe de personnes. Il faut imaginer, hein, des dames d'un certain âge, entre 60 et 70 ans, elles sont entre copines et elles sont en train de s'exciter à prendre des photos dans le ciel et à regarder ce qu'elles ont sur leur téléphone mobile dès qu'elles voient un truc, quoi. Et il y avait donc en parallèle, et ça c'était l'autre côté un peu 2-0 de l'événement, c'est qu'il y avait des groupes thématiques, il y avait des groupes communautaires qui étaient dispos sur Telegram de mémoire. Et ce qui fait que ben, on avait un canal pour poser des questions, on avait un canal pour poster les photos, on avait un canal pour recevoir les infos officielles de l'événement du style voici ce que dit telle personne, vous pouvez retrouver des infos à tel endroit, etc., etc. Donc on avait comme ça plusieurs canaux sous une espèce de communauté qui se créait sous un Telegram et où on voyait, surtout dans la première demi-journée ou dans les deux premières heures où les organisateurs invitaient les personnes à rejoindre le canal Telegram, on voyait le compteur qui s'affolait avec le nombre qui culminait, qui montait en flèche jusqu'à ce que à peu près 90% des gens soient présents. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et c'était
du point de vue d'une ufologie hein, sérieuse ou du point de vue d'une ufologie érudite hein, qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans de mémoire, d'archives, de connaissances des dossiers, euh, ça restait très superficiel, ça restait de surface. Mais du point de vue d'une ambiance vraiment, du point de vue d'une ambiance vraiment populaire, grand public, très accessible, ça fonctionnait bien. Et il y avait vraiment d'abord cette idée de un rassemblement humain qui permet d'augmenter la probabilité, si on lance toutes nos intentions tous ensemble, que quelque chose se manifeste. Et ça, Mhm. de toute façon, à mes yeux, en tout cas, le CO5, hein, c'est ce qu'on va appeler ça comme ça, hein, les contacts, les contacts avec quelque chose qui serait à l'initiative des humains. Le CO5, c'est la prochaine, c'est la grosse tendance qui monte au-delà des galactiques, hein. Les galactiques, c'est un corpus de croyances pour habiter le cosmos. Et donc, on a des récits, des discours, des machins, des trucs qu'il y a là-dedans. Mais la grosse tendance qui monte, en plus de celle des galactiques, ou en parallèle des galactiques, c'est le CE5. C'est-à-dire Steven que Greer. c'est le fait que, oui, mais il y avait déjà des CE5 qui se passaient en France dans les années 80. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement une, une méthode ou une façon de susciter le contact qui a été proposée avec le début des années 90, portée par Stephen Greer. Ça a essaimé dans plusieurs pays. Il y a des groupes maintenant dans plusieurs pays. Ces groupes eux-mêmes, au bout de 10 ans, au bout de, on va dire, ouais, à peu près 5 ans, 10 ans, mais en général, c'est plutôt 10 ans, avec 10 ans de recul, font eux-mêmes des bouquins avec des manuels, des trucs et astuces. Voilà le matériel qu'il faut avoir, voilà le déroulé d'une séance type, avec des lignes directrices de comment faire des séances pour fabriquer des temps comme ça de connexion privilégiée. Ça va marcher une fois sur deux, ça va marcher une fois sur trois. En tout cas, moi, j'ai des témoignages assez intéressants de ce qu'ils ont pu observer en séance de CO5. Et pourquoi c'est une tendance lourde, et je finirai là-dessus, pardon, de ce tunnel, c'est que on, puisque en gros, depuis 2017, et ce qui se passe aux États-Unis avec le Pentagone, le machin et tout ça, avec des déclarations sous serment, puisque le phénomène existe, eh ben, pourquoi on le rencontre pas? Donc, faisons l'expérience du phénomène. Et donc, faisons l'expérience du phénomène, ça tombe bien, on a un protocole, on a une méthodologie qui postule, qui promet qu'on puisse rentrer en contact. Et donc, ce qui fait que les personnes qui sont dans une logique d'être expérienceurs, qui sont dans une logique de venir vérifier leurs croyances et d'aller au bout de la démarche, eh ben, elles s'emparent des méthodologies CE5 et on va avoir, donc aujourd'hui, on est un peu avec du CE5 un Ouais. peu On va voir sauvage qui ça peut se passer à dans. droite et à gauche, mais on va avoir du CE5 de plus en plus structuré et des rassemblements de plus en plus nombreux, ponctuels, mais de plus en plus nombreux, qui vont avoir lieu pour nous inviter non plus à faire des veillées UFO ou des veillées OVNI comme on faisait dans les années 80, mais des veillées OVNI où on va en même temps en profiter pour envoyer de la musique, envoyer de l'amour, envoyer des prières, envoyer des pensées, pour que des choses puissent se manifester éventuellement. Et donc, on est sur un autre registre, et encore une fois, ça s'inscrit dans la logique OVNI et conscience, quoi. Ok. Bon, c'est juste quelques phrases, là, je vais passer. Justement, ça en vient à ce que tu nous parlais là, le CO5, puisque dans la foulée en 2025, alors c'est un nom assez bizarre, le Cham des Bondons, c'est un endroit en Lozère où il y a énormément de mégalithes. Et donc, il y a eu une réunion en septembre avec la même équipe que celle dont on vient de parler les gens ont fait des méditations, ont fait des prières et ils ont fait aussi des photographies du ciel pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Et ils ont trouvé plein de petits points noirs. Ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant parce que Georges, de Monsieur de Forges, Gérard de Forges, pardon, m'avait dit, Patrice, tu devrais essayer de faire comme moi, faire des photos du ciel, comme ça, pour voir si tu trouves pas tu vois pas des choses qui apparaissent. Je m'y suis mis. Et effectivement, c'est étonnant ce qu'on peut trouver dans le ciel, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors, pas des soucoupes volantes, mais il y a énormément de choses qui circulent, des oiseaux à très haute altitude, on voit des rapaces, on n'a pas idée qu'il y a des vautours qui planent au-dessus de nous, ou des aigles, des choses comme ça. On voit des deltaplanes, mais si on ne fait pas attention, on ne verra jamais. Il y a des choses qui passent au-dessus de nous. Et peut-être des soucoupes volantes aussi. Mais moi, je ne les invoquais pas. Je cherchais simplement à photographier le ciel. Là, les gens ont fait, c'est du 27 au 29 septembre, ont cherché le contact avec les célestes. Voilà, c'était ça. Donc, je pense qu'aucun de vous n'y était. Non.
Non. Mais Donc, ouais, point ça temporaire. reprend bien l'idée que vient de développer Charles. En tout cas, Alors là, ça prouve effectivement qu'il y a une multiplicité d'événements. J'avoue moi-même, j'ai un peu du mal maintenant à suivre parce que il y a constamment effectivement des choses qui se mettent en place. Bon, là, le site qu'on vient de voir sur l'image précédente en Lozère, c'était en septembre 2025. Là, donc, voilà, donc c'est tout récent, hein. Et l'image suivante, on Voilà. l'année parle de prochaine. 2012. Il y a Et la prochaine, le prochain congrès à Limoges où il y aura aussi autour des 2005, voire 3000 personnes. Ouais. Ils voilà. appellent ça l'Alliance des Aigles. C'est vraiment porté vers. Alors ça, c'est un point très important. C'est vers la paix universelle. C'est ce qu'ils disent, hein, vers une paix universelle. Et je crois que cette notion de paix, sur Terre, hein, surtout, parce que bien que on s'adresse aux extraterrestres, c'est bien pour avoir la paix sur Terre. Ça me paraît vraiment très important. Il y a un côté politique là, il y a un côté religieux et politique très net. Enfin, c'est mon avis, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose et qui peut se comprendre parce que l'ufologie traditionnelle, moi que je vois par exemple dans des réunions comme on a eu à Neuilly, région parisienne, avec Monsieur Juillet. Monsieur Juillet, son idée, c'est il faut vraiment, si vous voulez que l'ufologie avance, il faut vous mettre en relation avec le pouvoir, avec l'armée. Il faut mettre en avant les problèmes de menaces stratégiques, des choses comme ça. Je ne crois pas que ça passionne beaucoup les gens, hein, la guerre et les menaces stratégiques. Je crois que les gens, Bon, ils voudraient plutôt. Enfin, il y a des gens qui ont réagi très négativement et naïvement, je dirais aussi, à ce discours. Et je pense que c'est les gens qui sont attirés par euh, la mouvance galactique. Voilà, c'est mon ressenti. ouais, Ouais. là, ça devient un peu plus marécageux, si tu veux, comme thématique. Moi, euh, du- il y a une partie, en tout cas, de moi qui ressent que, au contraire, le phénomène a tendance à vouloir s'échapper du contrôle des militaires. Et ce qui fait que ça vient court-circuiter le récit des militaires, ou en tout cas, ça vient court-circuiter une certaine volonté militaire. Alors après, derrière, ça n'empêche pas que du coup, il y ait des militaires ou des agences de renseignement qui cherchent à récupérer le Grisby et à vouloir reprendre la main là-dessus et orienter les récits. Mais en tout cas, on a quelque chose qui vient. On parle aujourd'hui, il y a des expressions comme le fait d'être disruptif ou d'avoir des innovations de rupture, etc., etc. Pour moi, les vagues de 54, de 52, tout ça, au-dessus des populations, au-dessus des villes, même si on peut dire qu'il y a déjà eu des cas auparavant, bien sûr, les airships et compagnie au début du XXe siècle, mais ça vient court-circuiter une tendance qu'il y avait au niveau des militaires qui était de faire le canard et de baisser la tête et de faire des rapports confidentiels et de ne pas informer le public. Et bingo, ben voilà, ça échappe. Du coup, il n'y a pas que les militaires qu'on voit, il y a aussi du grand public. Et on a comme ça une profusion, un déferlement d'observations. Ça va un petit peu jusqu'aux années 90 et aussi après avec les Lumières de Phoenix. Et là, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, je fais un peu de la pensée magique volontairement, hein, on a une vague médiatique depuis 2017, mais on n'a pas de vraie vague. Ok, on a des vagues de Drovny au New Jersey l'an dernier et actuellement en Europe où ils prennent un malin plaisir à clignoter au-dessus des aéroports belges ou danois Danois. et allemands aussi, hein. Et Mhm. donc ça clignote un peu, ça tombe bien, ça permet de dire que c'est la Russie, sauf que pour l'instant c'est des Drovny, hein. On ne sait pas, ça ressemble, je dis drone parce que ça ressemblerait à des drones, mais en tout cas c'est des drones non identifiés. Et donc, si c'est des drones non identifiés, ça peut être des sondes qui sont envoyées pour faire un peu le bazar. Mais en tout cas, on a des signaux étranges qui commencent à clignoter à droite et à gauche, qui rajoutent du chaos dans le chaos. Et donc, dans ce contexte-là, soit on fait une fuite en avant dans nos croyances, quelles qu'elles soient, le complot, la divulgation, l'atterrissage qui va arriver parce que c'est la fin des temps. Et là, on glisse dans des récits eschatologiques, hein, dans des récits de fin Oui. des temps. Soit au contraire, par précaution et par, j'ai envie de dire, honnêteté intellectuelle, on va se garder d'adhérer à une croyance donnée, que ça soit A, B, C, D, E. Il faut juste observer qu'il y a du chaos et qu'il y a du bordel
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que on a Mais c'est des le phénomènes. souhaitable, ça, c'est le souhaitable, Voilà. mais la On a des réalité, elle n'est phénomènes pas là. inexpliqués, on a des phénomènes inexpliqués, mais il faut se garder de prendre parti, en fait. C'est-à-dire qu'il faut observer le phénomène. Moi, ce que j'ai pu apprendre en bossant la phénoménologie, c'est qu'il y a le phénomène d'abord et il y a le jugement après. Et donc, d'abord, de grâce, auscultons le phénomène sous tous les sens, même si on a le droit d'avoir des hypothèses, mais les hypothèses, c'est juste des outils de pensée, et c'est pas du tout des certitudes et des affirmations, parce que là, tout de suite, si vous basculez dans les certitudes et les affirmations, vous basculez dans les biais cognitifs, biais de confirmation, biais de vérité répétée, etc., etc., et cetera, et vous vous en sortez plus en termes d'illusion à vous-même. OK. Jean-Pierre, peut-être, tu... Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'on soit devant un phénomène religieux au sens où on l'entend d'habitude, sauf au plan étymologique, hein, être relié à quelque chose. Mais dans tout mouvement galactique, en le prenant dans son aspect le plus large, il n'y a pas véritablement de gourou, il n'y a pas de dogme. C'est une série de témoins privilégiés qui disent avoir des contacts avec des D'accord. êtres venus d'ailleurs, mais il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de... Chacun ne prétend pas avoir plus la vérité qu'un autre. Par exemple, lors des rencontres de UPI cet été, il y a eu plusieurs témoins qui ont pris la parole, contactés, mais personne ne disait c'est moi qui détiens la vérité, c'est moi qui ai vraiment le bon contact. Et en fait, chacun est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais je tiens à le dire, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de prescription de fait. Bon, les gens sont juste invités à prendre connaissance des récits. Alors, si le contacté a écrit un livre, ben, on peut acheter son bouquin. S'il n'a pas écrit de livre, ben, on se renseigne d'une autre manière. Mais méfions-nous du terme religion qui peut avoir un côté péjoratif avec un messie révélé. Là, il n'y a pas de messie révélé. On a des témoins qui racontent un récit qui, moi, me paraît plutôt structuré, voire même structurant, parce que finalement, les gens qui sont au contact de ces contactés en ressortent plutôt bien. C'est des gens qui reçoivent une information qu'ils considèrent comme positive et qui les aident ensuite dans leur quotidien, dans leur vie personnelle, s'ils ont des difficultés ou même s'ils n'en ont pas. Donc, on est face à, je dirais, à une vague sociale qui déferle, qui est un peu en marge effectivement de l'ufologie classique, et moi je peux comprendre qu'on soit un petit peu heurté par cet aspect-là, mais si on admet l'existence des ovnis, ce qui est notre cas, pourquoi n'y aurait-il pas de contact? Mais en tout cas, Oui, bien sûr. on n'est pas devant un phénomène sectaire, voilà, parce que souvent, quand on parle de mouvement religieux, après, on peut très vite basculer dans le terme mouvement sectaire, et je pense que c'est pas le cas. Les gens n'adhèrent pas à un mouvement, ils assistent à un colloque où il y a des 1000 personnes, 2000 personnes, mais on leur demande pas d'adhérer ou de prendre une carte à un mouvement, il n'y a pas d'obligation. On vient, j'allais dire, on observe, on écoute et puis on repart. Voilà, les gens sont complètement libres de leurs mouvements et de leurs pensées finalement. Après, chacun fait son choix, mais voilà. Donc, c'est plus subtil que ça. C'est un mouvement qui en fait est un peu protéiforme. Et puis alors, du fait qu'aujourd'hui on a l'aide de l'IA, à chaque fois, on a des super belles affiches, donc ça laisse supposer qu'il y a des gros moyens, mais souvent, en fait, derrière tous ces mouvements ou tous ces libellés, là, on a l'Alliance Céleste, il y a peu de moyens matériels, en fait. C'est quelques volontaires qui sont des passionnés, qui consacrent beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas derrière de grosses organisations, comme certains l'ont imaginé, qui tirent des bénéfices énormes. Non, simplement, Oui, voilà, c'est clair. il y a de la communication faite avec les moyens du bord pour faire passer un message, parce que les personnes qui sont derrière toutes ces organisations sont, je pense, honnêtes intellectuellement et sont des convaincus. Donc, ils prêchent un peu, mais sans vouloir faire d'adeptes. Voilà. D'accord. Ben, merci pour ces précisions vraiment intéressantes, surtout qu'elles viennent de quelqu'un qui était sur place. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est les affiches. Ça, je ne sais pas si c'est très, très intéressant, s'il y a lieu d'épiloguer. On voit quand même aussi quand même des gens ben, importants comme, enfin, dans la mouvance, comme Elena Danaan, comme Robert Lortal, comme Chris Esson.
Je l'avais invité, mais bon, il n'a pas. Je crois Michael que Chris, Sala. Chris est connecté ce soir, hein. De toute façon, il pourra nous Oui, laisser un message au niveau Oui, du chat. oui, Ouais, hein. Chris est connecté, oui. Il y a superbe. Jacques Crane aussi qui était présent cet été. Alors Jacques Crane, lui, il n'est pas contacté, hein. C'est un pilote, ex-pilote militaire, ensuite devenu pilote civil, qui a fait au milieu des années 70 une observation assez extraordinaire lors d'une mission en vol. Il était accompagné d'un copilote qui était sur un autre avion et ils ont fait une rencontre assez exceptionnelle. Ils ont vu de très près un énorme objet face à eux. Et donc, Jacques Crane est venu témoigner. Il a eu d'ailleurs beaucoup de succès parce qu'effectivement, bon, c'est un ex-colonel de l'armée de l'air. Donc, bon, C'est un bon conteur aussi. comment? C'est un bon conteur. C'est un bon conteur. Effectivement, il raconte bien son histoire. Et voilà, donc il y avait effectivement différents types de témoins. Et puis, on avait Paul Stonehill, qui lui non plus n'est pas un contacté, mais plutôt un ufologue. Donc voilà, il y avait différents profils sur la rencontre de 2025, mais on a à gauche aussi la fiche de L'année 2024. précédente. Voilà, alors c'est vrai que Elena Danaan est un peu le personnage phare de tout ça, parce qu'elle est assez emblématique, elle est assez, on va dire, charismatique. Mais bon, elle ne prétend pas avoir une place plus importante que les autres. Elle donne son récit, elle le raconte, elle suit son chemin parce qu'elle dit qu'elle est mandatée pour faire quelque chose. Chacun d'ailleurs est un peu mandaté, hein. Mais dans la rencontre de 2025, effectivement, il y a eu Dan Willis, bon, qui lui non plus n'est pas totalement incontacté, plutôt un chercheur. Donc voilà, il y avait une espèce de mosaïque de différents D'accord. profils. Alors après, bon, euh, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je peux comprendre, hein, que les gens soient rétifs, mais en tout cas, euh, là, Il et puis faut il y déjà avait écouter, hein. Moi, j'y étais pas. Je pense que la prochaine conférence, j'irai faire un tour. mais je pense que c'est instructif. Et puis, moi, j'ai rencontré dans la salle des tas de gens qui eux-mêmes, dans le public, il y a aussi des témoins qui étaient présents. Donc, les gens, quand on discute avec le public, notamment dans les pauses, eh ben, on se rend compte qu'un tel a vu quelque chose, qu'un tel prétend avoir vécu une affaire d'enlèvement à bord d'un OVNI. Bon, enfin voilà, donc ça permet aussi de recueillir beaucoup d'informations et je crois que c'est un peu l'intérêt des rencontres galactiques qui permettent de rencontrer finalement beaucoup de gens au-delà des conférenciers officiels qui sont à l'affiche. Oui, c'est vraiment une convention au sens anglo-saxon du terme, hein. Alors là, on va passer très vite. Donc, c'est des livres écrits par Elena Danaan pour illustrer un peu. Là-dedans, il y a aussi des romans de science-fiction, hein. Il y en a tout ce qui est Chandora, c'est de la science-fiction. Mais Oui, par oui, contre, oui. Le Don des étoiles, les Ensemenceurs, l'Encyclopédie galactique, les races races, je le dis en franglais, les races aliens, tout ça, c'est de l'ufologie par contre. Et le premier livre, ça a été Le Don des étoiles, Voilà. euh, qui est assez récent, et, sauf erreur de ma part, il date de 2020. Mais ce livre a connu un succès assez foudroyant. Il a été traduit en un grand nombre de langues. Et je dois dire c'est un livre assez prenant. En plus, Elena Danaan a des talents de dessinatrice. Donc, le livre est à l'intérieur abondamment illustré, et notamment toutes les phases de son contact qui a commencé quand elle était enfant et s'est poursuivi à l'âge adulte. Ben, elle dessine à l'intérieur, via des beaux dessins, les différentes étapes de son aventure. Bon, je trouve ça tout à fait intéressant. En tout cas, pour un ufologue, et moi qui essaye d'avoir une approche assez large, intellectuellement, on ne peut pas gommer ça comme ça en disant non, c'est pas D'accord. sérieux. On est obligé de se pencher dessus et au moins, en tout cas, de prendre le temps de lire ses écrits et puis de rencontrer les auteurs de ces livres quand Il est on le peut. certain que si, à Voilà. partir du moment où on admet la réalité du phénomène OVNI et que l'hypothèse extraterrestre est votre hypothèse préférée, il faut bien envisager la possibilité de contact, hein. Ça, c'est. Et on ne peut pas tourner Je ne sais pas. François, tu veux rajouter quelque chose par rapport à une réaction sur le livre Le Don des étoiles? Alors, bah, c'est la première fois que j'avais entendu parler des Danann, c'est par rapport à ce livre qui est une autobiographie.
Avant de me lancer directement dans la lecture, je voulais vraiment savoir si j'avais affaire à quelqu'un de sérieux, donc j'en avais parlé à Patrice. Je sais pas si tu te souviens, Patrice, il m'a dit bah, va voir, contacte Georges Metz, il la connaît Exact. personnellement. Georges Metz, hein, qui est celui qui a révélé au grand jour l'histoire de Robert Lortal, en tout cas ses contacts avec les extraterrestres. Georges Metz m'a gentiment invité chez lui, il m'a parlé de tous ces sujets. Il m'a dit qu'il la connaissait personnellement, elle était sérieuse. Donc après, c'est suite à ça que je me suis procuré le livre et que j'ai lu. Puis j'ai vu un témoignage sincère, hein. Pour ceux qui connaissent pas, il est en deux parties. Il y a la biographie, il y a un, comme un atlas des races extraterrestres en deuxième partie. Moi j'ai vu un témoignage sincère. Juste pour info, en général, il y a une frontière entre les contactés et les abductés. Lena Danan est contactée. Elle est également abductée. C'est rare, ça. Ce que je voulais dire aussi, il y a des choses qui sont rares dans le domaine des contactés, c'est quand des témoignages sont corroborés. Donc, il y a un exemple où Elena Danaan s'est retrouvée dans un vaisseau. Elle a vu Jean-Charles Moyen. Elle le dit dans le livre Les Ensemenceurs. Et Jean-Charles Moyen, on peut voir son témoignage dans un livre de Michael Sala, où il dit qu'il a vu Elena Danaan dans un vaisseau. Et ils décrivent en fait la même scène, de deux points de vue différents. Et ça on ne peut pas négliger ce genre de témoignage. Quand c'est corroboré, là, c'est important pour moi. Ça apporte du crédit à leur témoignage. Ok. Je ne sais pas Ce si qui est vous le aussi saviez, hein, intéressant, mais oui, Elena a vu plusieurs fois Jean-Charles. Jean-Charles a également vu dans un vaisseau David Rousseau, et David Rousseau confirme qu'il a vu Jean-Charles Moyen. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas négliger quand même. Ok. Bon, ça, c'est les mêmes, c'est des romans, c'est en anglais. Non, non, pas les deux premiers, pas les deux premiers. C'était juste Oui, tu as les deux raison, premiers, tu as c'était raison. pas les. Ouais. Mais j'ai mis des romans des livres, pardon, de Monsieur Michael Sala. J'en ai lu, je crois qu'un seul, celui qui est au milieu là, The US Navy's Secret Space. Donc c'est vrai lui, que Michael Salla écrit beaucoup de livres. Je pense qu'ils sont pas tous de la même qualité au niveau du contenu. Bon, la plupart sont traduits en français. Bon, il fait des révélations, hein. Michael Salla n'est pas contacté non plus. C'est plutôt un lanceur d'alerte, un ufologue Un chroniqueur. américain. Mais c'est vrai que bon, il fait des révélations assez fantastiques. Il revient aussi sur toute l'histoire de à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a dit que l'aviation allemande avait peut-être fabriqué des objets en forme de soucoupe, de forme circulaire. Michael Salla, dans le cadre de ce qu'il appelle les programmes spatiaux secrets, parle de tout ça. Donc c'est assez troublant. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui adhèrent ah, complètement pardon. à toutes ces thèses et c'est vrai que c'est assez troublant. Bon, bon, visiblement, les livres connaissent aussi un grand succès en France, hein. C'est pour ça que je les ai présentés, parce Ils que sont il y a un largement. très gros succès. Moi, je suis aussi comme toi un peu légèrement sceptique sur les révélations de Monsieur Salah, mais le fait est que ces idées se retrouvent un peu partout. En tout Ben, cas, disons, ils ont. en termes de registre, ce que fait Michael, ça pourrait s'appeler du docu-fiction, quoi. Parce que si tu veux revenir sur la page d'avant, Patrice, s'il te Oui, plaît, on pourrait s'appeler du docu-fiction parce que, par exemple, dans ces bouquins, ça va mélanger des faits géopolitiques avérés comme la mise en place des Space Force aux États-Unis. Donc, on a les noms des généraux, on a les dates, on a les trucs, on a des côtés très factuels par rapport à des choses qui concernent l'exopolitique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est géopolitique extraterrestre. Et puis le paragraphe d'après, on bascule sur des récits ou des choses qui sont racontées, qui ont le mérite d'être racontées, et qui sont, mais par rapport au fait de vérifier la véracité ou de vérifier la solidité du propos, bon ben, on est un peu obligé soit d'y croire, soit de le rejeter, quoi, en fait. Donc moi, c'est vrai bien que sûr.
comme je le disais tout à l'heure, à mon échelle, j'essaye de considérer les informations sans prendre parti a priori sur les trucs, mais je n'écarte pas l'option que ça ne soit pas vrai. Je reste sur un entre-deux qui est un peu particulier, c'est un état d'esprit un peu particulier, où il sait réussir à être dans une neutralité, ou en tout cas, c'est dans un état de suspension de jugement, en fait. Et donc, c'est vraiment peut-être que oui, peut-être que non. En attendant, tant que je suis pas sûr, je m'emmerde pas à choisir un camp. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai présenté voilà, ces livres. Voilà. Alors, on passe maintenant. On revient un peu sur le livre. Enfin, on va se servir des illustrations du livre de François pour parler un petit peu d'ufologie, de contacter, et puis de galactique un peu plus loin. Bon, là, c'est d'assez belles illustrations. On voit donc le contact. Et puis en dessous, euh, parce qu'en fait, il y a des contacts, il y a des abductés, là, il y a des contactés, et puis il y a même des gens qui prennent leur valise, comme on voit ce monsieur à droite, et qui vont faire un voyage outre-espace, et pouf, et qui quelquefois reviennent sur Terre. Donc voilà l'illustration. François, tu veux en dire deux mots? Ça vient de. Bah, la première image, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rencontre de George Oui, Adamski à Desert Center en Californie en 1952. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la description. C'était assez difficile, même si j'ai utilisé l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. Puis la deuxième image, ça peut faire penser au récit de Roselyne Cole, par exemple, Tout voilà. à fait. qui a rencontré des extraterrestres. Et un des quatre extraterrestres, trois ou quatre extraterrestres, semblait très humain. Il parlait français. Il dit pourquoi vous êtes différent des autres. Il dit bah, parce que je suis français, je suis parti vivre avec eux. Donc en fait, c'est un expatrié. Ça faisait 20 ans qu'il était parti vivre sur la planète. Et voilà, il y a Alors, d'autres témoignages comme ça. l'affaire de Roselyne Cole, mais merci François d'avoir cité ce nom. Bon, pendant très longtemps, son nom a été tenu confidentiel parce qu'elle a écrit un livre, mais c'est Rose C. Si, On oui, n'avait pas son nom à l'époque. Aujourd'hui, elle a disparu. L'affaire de Rose C, ça se passe dans le Gard en 1952. Et effectivement, elle rencontre euh, dans son jardin, elle voit un objet se poser. Des êtres en débarquent, ils sont très grands, dépassent les 2 mètres. Et avec eux, il y a un personnage tout à fait humain. Et il dit, moi, je suis instituteur et ils m'ont proposé de partir avec eux il y a 20 ans. Alors, malheureusement, à l'époque, moi, j'ai enquêté sur l'affaire Roselyne Cole, je l'ai rencontrée, j'ai correspondu avec elle. On a essayé de retrouver dans les archives de l'éducation nationale, mais c'était mission impossible, le fait de la disparition brutale d'un instituteur qui aurait pu quand même nous donner un élément d'appréciation. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais son histoire est tout à fait symptomatique. De son vivant, elle a toujours été anonyme. À l'époque, c'est un ex-capitaine de l'armée de l'air qui a écrit un livre sur elle, euh, qui lui a enquêté largement sur cette affaire et il était convaincu de la réalité de cette histoire. Roselyne voilà. Cole, son affaire se passe dans une petite maison de campagne dans cette On région de appelle un Gare, on appelle masé. ça un masé. Voilà. Et moi, il se trouve qu'un de mes amis, quelques années, il y a de cela une quinzaine d'années, a racheté ce masé. Il a vécu dedans 2, 3 ans, mais il a fini par le revendre parce qu'il m'expliquait qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se déroulaient constamment à l'intérieur du masé, c'est-à-dire des apparitions de boules de lumière, des bruits inexpliqués, inexplicables qui se produisaient. Donc, il a fini par revendre la maison. Donc, la maison s'est passée le contact, visiblement, et n'était pas tout à fait anodine. Et puis, moi, j'adore le dessin que tu as fait, François, là, de la rencontre d'Adamski. Effectivement, tu as parfaitement bien reconstitué la couleur du vêtement décrit par Adamski sur le personnage blond, et puis l'engin qu'on voit très bien, tel qu'Adamski Et l'a puis le décrit. cigare derrière. Et, et puis le cigare, oui, qui a été vu par plusieurs des témoins qui ont assisté de loin à la scène
de contact, sans voir tous les détails, mais il y a eu quand même quelques témoins Oui, je qui crois ont... qu'il y a même d'ailleurs un témoin militaire. Il y a eu une observation d'un pilote militaire, ou en tout cas de Oui, personnes de l'armée. Ouais. Donc Ça, on on a n'a pas beaucoup d'infos là sur ça, mais sur la rencontre Adamski machin, on a plusieurs témoignages de plusieurs sources différentes qui concordent quant au fait qu'il y a quelque chose qui a été vu dans le ciel et qui s'apparente à un ovni. Voilà. Oui, oui, tout à fait. alors ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait en 75 une enquête sur l'affaire de Pierre Monet, qui quelque part ressemble un peu à l'affaire Damski. Et effectivement, il y a aussi une histoire d'avion militaire qui survole le site. Euh, mais 24 heures avant, le récit donné par Pierre Monet, qui se passe non pas dans le désert, mais dans une carrière, qui pourrait un peu ressembler au dessin qu'a fait François de l'affaire Adamski. Il y a des points communs. Voilà, et ça se passe, l'affaire Pierre Monet se passe en 1951 à Orange. Et bon, enfin voilà, donc on Ouais, trouve finalement, c'est ça qui est intéressant de dire, c'est que on trouve des cas de similitude entre différentes affaires de contact qui se passent dans des endroits très différents à des époques différentes. Voilà. d'accord. Si, tu as dit comment, Pierre? Pierre Monet? Monet, Oui, je connais Pierre Monet je connais, qui a oui, écrit le livre Les extraterrestres m'ont dit. on dit. Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Monet avant qu'il soit médiatisé. Au moment où j'ai commencé à enquêter sur lui, il n'avait pas encore écrit son livre et son histoire n'était connue que d'un très petit nombre de personnes. Et donc, j'ai pu voir comment l'histoire a évolué. Il n'a jamais bougé son récit. Son récit est toujours resté le même. Et lui aussi a rencontré des êtres grands, blonds, vêtus d'une combinaison, mais qui, elle, était de couleur argentée, avec un vaisseau bon, qui était différent de celui décrit par Adamski, mais qui était près du sol, aussi à 50 centimètres au-dessus du sol. Enfin, il y a des points communs. Mais ça, j'aurai l'occasion, j'espère, d'en parler dans le livre que je prépare. Alors, les infiltrés, là, j'aimerais que François nous en parle un peu, là, parce que ça, c'est aussi un dessin tiré de Très beau son dessin livre. d'ailleurs. Oui, très beau alors, dessin. bah, il y a plusieurs témoignages qui parlent de rencontres qui se font vraiment dans des endroits publics. Bah, Adamski, peut-être le premier à en avoir parlé, c'est-à-dire même dans un restaurant, il discutait avec des extraterrestres infiltrés incognito. Ils n'ont même pas besoin de prendre forme humaine parce qu'ils étaient humains. Euh, Elena Danand bah, raconte une histoire similaire où à une terrasse d'un café, elle a discuté avec ce qui semblerait être une extraterrestre. Zirger aussi, au Japon. Ah, Zierger, oui. Zierger, Michel oui. Zierger. Bah, d'ailleurs, vous dites Zierger, mais je crois qu'on dit Zierger. Enfin, tu lui demanderas, Maxence, parce que tu le rencontreras, je pense, Non, bientôt. les deux, Michel Zierger a fait deux rencontres hallucinantes au Japon, qu'il m'a narré en long, en large et en travers, qu'il raconte d'ailleurs dans ses bouquins, Oui. et qui sont vraiment extrêmement perturbantes, hein. Pour reprendre les termes prudents d'un Jean-Pierre Troadec, c'est quand même troublant. On l'a rencontré dans un Tout à restaurant, fait. donc ouais, une femme extraterrestre et Bah, en tout un cas, extraterrestre qui serait. une femme qui a un comportement, une femme humanoïde, hein, mais qui a un comportement super Étrange. bizarre en termes de lenteur, en termes de Oui, silence, en termes de mimétisme, de gestuelle, etc., etc. mais Et qui en lit fait, dans ses pensées et qui voilà, disparaît. Il voilà. veut la suivre, il ouvre la porte, elle a disparu en une seconde. Alors, ce qu'il y a, c'est que Michel prend l'initiative de communiquer avec elle par télépathie, et effectivement, en fonction de ce qu'il envoie comme message, il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a des réponses corporelles qui correspondent à ce qu'il envoie comme message. Et puis, je crois qu'il y a même, je ne sais plus si c'est avec elle ou avec la seconde rencontre, il a même un mot qui est écrit par écrit en mode nous sommes là. Et c'est ça qui est marqué noir sur blanc sur un mot avec quelqu'un qui est assis à sa table à côté. Ça dure à peu près une demi-heure et il n'y a pas un seul échange de mots côte à côte. Donc, soit c'est un coup monté et que c'est extraordinaire, soit c'est pas un coup monté et c'est extraordinaire. Hmm. Bah, il disait un Scandinave dans ce quartier-là de Tokyo, c'était extrêmement rare. Mais Le c'est restaurant ça, ouais. était vide, il aurait pu s'asseoir où il voulait, le Scandinave. Il est venu juste à côté de Michel. Et en plus, il écrit en français, alors qu'à côté de lui, il y a deux Français qui discutent, Michel Zierger et un ami.
Et Michel m'a montré le papier, hein, qui est un peu usé par le temps, mais Ah, non, ça c'est le ticket de caisse qu'il a dû te montrer, j'imagine. oui, c'est ça, oui, oui. Il m'a montré le Ouais. ticket sur De, lequel les choses sont marquées dessus, qui a été usé par le temps, mais qu'il a en permanence dans son portefeuille comme une espèce de relique d'un truc tellement incroyable qu'il a besoin de le porter sur lui en permanence. je sais, je l'ai vu quand je l'ai vu à Paris, Michel, j'ai tenu ce ticket de caisse dans les mains. C'était un peu ridicule peut-être. Voilà. Ben oui, les reliques, on a besoin de les toucher, hein. C'est ce que nous apprennent l'histoire en général. Ouais, sainte relique. Donc voilà encore une très belle illustration sur l'abduction et les Alors oui, emplois. si je peux commenter, je me suis inspiré du témoignage je crois que c'était Linda Cortil, son surnom, et Linda Napolitano, son vrai nom, abductée bon, je ne sais plus en quelle année exactement, mais aux États-Unis. Et donc Oui, t'es c'est la gentil sur nuit. l'image, hein, parce que ça se passait en pleine ville de New York avec des Ah immeubles oui, oui, en fait, c'était autour, surtout hein. pour le fait il y a un extraterrestre qui l'accompagne en volant. C'est ça que, quand je Oui. dis Parce que que la maison, elle c'est n'est pas inspiré très là. new-yorkaise. Ouais, non, non, c'était pas, bien sûr, mais c'était le fait Hmm. que. Ça manque de building new-yorkais quand même, hein, Ouais, ouais. dans le décor, hein. Tu Non, verras mais en ça, fait, si j'avais pas eu son témoignage, j'aurais pas eu l'idée de mettre tu corrigeras ça sur la un deuxième extraterrestre qui édition, s'il te vole. plaît. Ouais. OK. Et Et donc voilà, les elle passe uns. à travers la Corty, elle passait à travers la fenêtre fermée. Ouais, Euh, ça, c'est un cas de dingue. il s'élève vers un vaisseau. Et il paraît qu'il y aurait eu des Des témoins témoins. qui l'ont vu. Ouais, plusieurs témoins, ouais. Bon, là, les implants, bon, OK. Ensemencement. Oula. Alors ça, c'est important. C'est important de ton point de vue, François. Oui, oui, bah pour moi, l'humanité a été ensemencée. Il y a des interventions extraterrestres sur l'ADN et une terraformation pour rendre l'atmosphère de la planète Terre propice à la vie. Pour D'accord. moi, c'est ce que je Donc, pense. Et Lena Dannon en parle aussi. Puis le mouvement des galactiques, ils en disons. parlent aussi. Donc, c'est pas Ah une bah idée propre. oui. Elle est reprise par ces gens-là ou tu l'as reprise, enfin, peu importe. Non, moi, je n'avais pas repris ça. Je m'étais inspiré d'autres D'autres témoignages, sources. notamment de Maurizio Cavallo. Non, parce que bon, si mon livre est sorti récemment, c'est que pendant plusieurs années, j'étais en train de l'écrire. Donc, non, c'était avant voilà, de le lire dans les livres d'Elena Danner, par exemple. Non, pour moi, c'est une évidence. Je ne OK. suis pas contre disons, la micro-évolution, mais la macro-évolution, j'y crois pas, moi. Pas se lancer sur le sujet de Darwin, mais la macro-évolution, le poisson Non, qui mais sort de c'est pas l'eau, qui c'est pas le devient un sujet mammifère, un singe, puis un humain. Non, ça, c'est pas le sujet de ce soir, mais faut le dire quand même, sans rentrer dans les détails. OK. Oui, bah, les enfants des étoiles, les gens qui. Bon, après, faut s'intéresser au sujet de la réincarnation pour comprendre. C'est sûr que les gens qui s'intéressent pas à la spiritualité, ils vont avoir beaucoup de mal avec le sujet des galactiques. Et je pense que dans ces salles de milliers de personnes, ou que ce soit les rencontres galactiques ou les autres conférences à Limoges, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont des enfants des étoiles. C'est-à-dire, dans leur ancienne vie, ils n'étaient peut-être pas incarnés sur Terre. Voilà, bah, le sujet de la réincarnation, et c'est central dans le mouvement des galactiques. Ouais, Oui, parce que oui. l'hybridation à droite, c'est complètement physique, c'est de la technologie, ça, en fait. Ça n'a rien Oui, oui, de oui. spirituel. Bah, je pense que quand Elena Danner a été abductée, c'était dans le cadre d'une tentative d'hybridation. C'était une expérience assez traumatisante, hein. Elle a été entourée de petits gris. Et bah, in extremis, elle a été. Bon, les gens découvriront ça dans son livre Le nom des étoiles. In extremis, elle a été sauvée par des extraterrestres bienveillants. Ce qui est intéressant dans le bouquin de François, au-delà de l'aspect album d'images là qu'on feuillette, parce qu'il y a vraiment même si c'est des images de synthèse, même si c'est des images Ah, imaginaires, pardon. ce sont des images qui sont extrêmement belles et il y a il y a des très belles couleurs dans l'impression. Enfin, comme tu l'as dit au début, Patrice, le livre est de belle facture. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage de François, c'est il a une approche thématique. Et donc, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si on était en train de passer un abécédaire avec différents thèmes et il juxtapose les récits
les discours, il juxtapose les confidences de différents abductés à différentes époques. Enfin, je prends cet exemple-là, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il picore les infos qu'il met ensemble par rapport à la thématique. Et ce qui fait que ça nous fait comme ça des mini briefings, thème par thème, que ça soit la question de la censure. Attends, je reprends le sommaire quelques instants. Excusez-moi une Oui, seconde. exactement, plutôt que de décrire Ah, l'histoire donc il y d'un a des pages sur les, contacté. il y a des pages sur les implants, il y a des pages sur les manipulations d'animaux, il y a des pages sur la protection cosmique, les paradoxes spatio-temporels, les espèces extraterrestres, la matérialité des extraterrestres, les bases extraterrestres, les confédérations interplanétaires, les symboles extraterrestres. Et ces pages-là sont passionnantes d'ailleurs par rapport à tous les éléments graphiques que François rassemble et met en comparaison et en juxtaposition les uns par rapport aux autres. Et puis il termine sur des choses encore un peu plus larges, le langage universel, les enfants des étoiles, l'incarnation, l'expansion de conscience. Donc en fait, ça nous fait comme ça des. Ce qui est original dans son bouquin, c'est l'approche un peu par thème ou par sous-thème. Et à chaque fois, on a qu'est-ce que un tel a pu dire en 83, en 72, en 52, en 2010. Et ça nous fait comme ça un effet très prismatique, enfin un effet choral, où sur chaque thème, on va avoir les points de vue, les apports de différents contactés ou de différentes sources, même si ce n'est que des discours, même si ça n'est que du témoignage, en tout cas de ce qui existe ce qui est disponible dans la littérature contactée ou galactique, quoi, pourrait-on dire. Mhm. Et puis, il y a une ligne directrice, c'est pas de l'impressionnisme, c'est quand même. Ouais. Et puis les petits encadrés que tu fais quand tu fais des clins d'œil à des fictions, tu mets l'encadré fiction, ben voilà ce qui se passe au niveau des films et de la fiction. Ouais, pour moi, c'est. Tu joues là-dessus aussi. Hmm. Donc là, j'ai mis du texte que j'ai trouvé sur Internet, sur les starseeds. Les starseeds, les enfants des étoiles, c'est un peu, pour moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que il y a des gens qui peuvent être, qui peuvent se considérer comme étant starseed par une sorte de démarche personnelle, qui se reconnaissent dans un certain, dans une certaine description, dans un certain type de personnalité, de façon de fonctionner ou de réagir au monde, sans qu'il soit forcément l'effet le résultat d'une manipulation. Euh, donc, Ouais, bah, les bon, confédérations ok. interplanétaires, c'est un sujet aussi qui revient beaucoup Oui, ça, on dans revient vraiment dans le la galactique là. galactique. Je me suis inspiré du témoignage de Robert Lortal pour ce qui est au centre, c'est-à-dire des hologrammes de planètes. Euh, donc, je rappelle, il a vécu dans une base extraterrestre souterraine pendant une année et il a assisté à une réunion tout à fait étonnante où une table avec des chaises vides et puis soudainement des extraterrestres qui se téléportent un par un devant des chaises. Ils étaient tous humanoïdes et bah, il se tient une réunion mais qui était silencieuse la plupart du temps puisque apparemment ils faisaient de la télépathie, des fois ils les entendaient parler dans un langage inconnu et il y a des vaisseaux en hologramme, des planètes qui apparaissent et au bout de peu de temps ils disparaissent tous en même temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont dû être échangées, puisque bon, quand j'en parle dans le chapitre sur la télépathie dans mon livre. On peut échanger énormément d'informations en très peu de temps, apparemment, avec la télépathie. Si on parlait de Pierre Monnet tout à l'heure, son expérience extraordinaire qu'il a eue face à quatre extraterrestres. Il y a eu une communication de 20 minutes télépathique. Et Oui, c'est ça. il lui faudrait une année pour retranscrire tout ce qu'il a reçu en 20 minutes. C'est des images, des sons, mais c'est pas séquentiel, quoi. C'est un flux d'informations énorme. Et on retrouve ça dans d'autres témoignages, hein. Euh, Est-ce qu'il a fait preuve de capacité paranormale, Monsieur Monet, après ou Non, avant? non, enfin, dans un premier temps, je dis non, mais dans un deuxième temps, je veux dire oui, parce que il prétend que les êtres qu'il avait rencontrés lui avaient donné une image, une sorte de sceau à dessiner au sol, et qui pouvait provoquer une apparition d'OVNI. Et en fait, il m'a montré à l'époque ce dessin, et il l'a utilisé une fois il faisait avec des amis des veillées d'observation pour s'initier à l'astronomie. Et une fois, il a fait le pentacle, il l'a dessiné au sol, et il se trouve qu'il y a eu une observation d'OVNI qui a été photographiée. Donc,
c'est pas un don directement qu'il avait, mais on lui avait transmis, on va dire, quelque chose de pas tout à fait conventionnel. Voilà. Il Et ce que recevait je des voulais dire messages par rapport, télépathiques, et il parfois. recevait des messages télépathiques, jusque dans les années 75-80, il a reçu des messages télépathiques. Mais D'accord. effectivement, une partie de ses souvenirs avait été effacée et la mémoire lui est revenue un petit peu lentement, un peu comme ce qu'a vécu Elena Danaan, qui avait en partie oublié ce qui s'était passé dans son récit d'enlèvement quand elle était jeune enfant, et c'est revenu après. Et ce que je voulais dire, c'est que pour les cas de contact, des cas français, il y a une centaine de cas de contactés actuellement en France. J'ai enquêté sur une grande partie de ces cas. Et les cas d'enlèvement, c'est beaucoup plus important. En France, il y a environ 350 cas qui ont été documentés, répertoriés sur le territoire français. Donc, c'est assez énorme. Alors moi, j'ai enquêté sur quelques-uns de ces cas d'enlèvement, pas tous, mais effectivement, il y a un chercheur français qui, pour l'instant, reste très discret, qui a un catalogue assez conséquent de ces affaires. Et le terme confédération galactique apparaît chez les contactés américains dès les années 50. Et ensuite, on arrive sur le contacté sicilien Eugenio Siragusa, donc italien, qui lui parle aussi de la confédération intergalactique dès les années 60. Donc ce terme, en fait, n'est pas un terme nouveau pris dans la mouvance galactique aujourd'hui, c'est un terme qui a déjà été souvent employé et finalement on retrouve le même schéma. Le schéma n'a fait que se déplacer dans le temps, mais n'a pas vraiment évolué. C'est-à-dire que là, ce dessin représente une scène que certains contactés américains Ouais, un peu décrivaient une déjà dès scène. les années 50. Ça me fait penser à une scène dans Star Wars, un petit peu. Un petit peu aussi. Ouais. Et Mais moi, là, ce qui m'a c'est intéressé, plutôt c'est que, rock'n'roll, là. alors là, c'est plutôt rock'n'roll, la Fédération Galactique des Mondes, ouais, tout à Mais ça fait. vient pas du. Enfin bref, j'ai trouvé ça dans Internet. Mais d'ailleurs, Elena Danao elle-même dit que elle puise un peu, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais elle est consciente que dans le récit qu'elle développe, il y a des éléments tirés de la science-fiction. Non pas qu'elle les invente, hein, mais il y a une similitude. Elle cite Star Trek, elle cite Star Wars. Donc, les contactés du mouvement galactique aujourd'hui sont conscients qu'il y a des ponts. Alors après, certains chercheurs sont allés jusqu'à dire qu'il y avait une influence peut-être des réalisateurs d'Hollywood qui auraient été influencés par des êtres venus d'ailleurs, c'est possible, hein. Mais en tout Bah, cas, on sait que les réalisateurs d'Hollywood ont fait passer des messages à l'initiative du gouvernement sans arrêt. Pas que pendant les guerres. Pendant les guerres, bien sûr, ils étaient aux ordres du gouvernement, Ah, mais moi, il y a un truc sur lequel je suis en train de commencer à bosser parce que je trouve ça passionnant comme vase communicant ou comme histoire. C'est la poule et l'œuf, quoi. C'est l'histoire de la directive Prime, en fait. Donc, la directive Prime, elle est mise en avant par les galactiques comme étant un élément du folklore, un élément dans le, le contexte de fond des choses. Donc, c'est-à-dire que les civilisations galactiques respectent une directive, un code d'honneur, de comportement qui fait qu'on ne va pas intervenir directement sur l'évolution d'une civilisation. Ça, c'est la directive Prime. Non-interférence. Et donc, principe de l'interférence. Mais en fait, sauf que ça a été dit dans Star Trek. Donc en fait, ça vient de Star Trek en fait. Mais quand on dit ça vient de Star Trek, du coup, si on est galactique ou si on est super à fond sur le truc, on va dire non, mais en fait non, ça vient pas de Star Trek. C'est parce que c'était présent, que ça venait d'ailleurs, que en fait ça fuite par Star Trek et ça revient dans le truc. Donc ce qui fait que d'un côté on va dire c'est d'abord dans Star Trek et ça influence le récit des galactiques, ou de l'autre côté c'est parce que c'est d'abord dans le récit des galactiques et c'est pour ça que ça ressurgit à travers Star Trek. Vous voyez, mais bon, en tout cas on est hmm. dans un truc où ça illustre moi, J'ai j'ai envie eu, d'appeler ça des glissements, en fait. Mais ça j'ai eu une illustre discussion comme ça avec Meus. Ouais. ces formes de confusion qu'il peut y avoir entre réel ou fiction, et où, en fait, si on n'est pas extrêmement attentif à ce que l'on fait, ben, on glisse d'un côté ou de l'autre, en fait. Alors qu'on est sur quelque chose où, déjà, il faut appliquer une chronologie.
Et ça permet de voir où c'est que ça sort en premier. Est-ce qu'il est question de la directive Prime dans les années 50, 52, 57, 50, 61, dans les textes des contactés anciens, etc., etc. Et puis à un moment donné, bim, on a l'épisode de Star Trek où il est question de la directive Prime. Et là, ça permet de voir si 2 ans après, 3 ans après, 5 ans plus tard, 8 ans plus tard, ça commence à ressurgir dans des discours de contactés. Voilà. Mhm. En termes de diffusionnisme, pour ceux qui ont suivi ce qui se passait un peu offline, en tout cas, c'est la méthode à suivre. Et puis on termine avec, enfin au niveau des slides, bien sûr, des diapos, avec cette très belle illustration là, sur les Men in Black. Et puis alors, bon, tu m'avais envoyé, François, cette diapo sur tu avais appelé ça, je crois, Matérialisation, la matérialité des extraterrestres. matérialité, oui. Alors je l'ai mise, bon, ok. Ça revient un petit peu à celle où on voit l'extraterrestre assis sur un banc, non? Sans que personne puisse le reconnaître. Ah non, pas du tout, ça rejoint pas ça. Non? Non, 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 pas du tout. C'est les niveaux de densité en fait de matière. Il y a D'accord. Ah c'est oui, c'est vraiment une matérialisation. le taux Ok. vibratoire de certaines Ok. entités. Euh, Bon, j'ai pas concernant, grand-chose à en dire là-dessus. Quelqu'un veut réagir sur la Alors, ouais, méthode? concernant moi, oh, vas-y. sur les Men in Black, oui. Bon, alors, les Men in Black, ça fait partie du folklore ufologique. Ça a commencé aux États-Unis. Donc, ce sont des gens habillés de noir qui se déplacent dans des véhicules noirs et qui généralement interviennent auprès de témoins pour leur demander de se taire. Ouais. Mais il se trouve qu'en France, il y a eu des cas de Men in Black. Moi, à titre personnel, j'ai enquêté sur deux affaires de Men in Black où des témoins, effectivement, ont reçu la visite d'hommes habillés de noir qui jouent un peu le rôle comme des agents du ministère de l'Intérieur ou des policiers, sans dire qui ils sont vraiment, et qui sont là un peu pour leur dire, bon, ce que vous avez vu, ben, c'est rien, c'est explicable, on vous demande de ne pas en parler, c'est pas la peine de trop agiter les esprits avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un cas sur lequel les Men in Black en France se déplaçaient dans une voiture américaine noire. Donc voilà, c'est bon. Alors, certains diront que c'est du pur folklore, mais en tout cas, en termes de récits, ces récits existent et il y a des témoins qui ont largement témoigné. Et Joël Ménard, qui a été très longtemps l'animateur de la revue Lumière dans la nuit, qui aujourd'hui a disparu, non pas la revue, mais lui. Mais Joël Ménard avait publié un livre sur les Men in Black, un livre assez conséquent, dans Voilà. lequel il passe en revue toute une série de témoignages français où des cas ovnis sont liés à des histoires de Men in Black, donc des gens qui sont là un peu pour inciter les témoins à ne pas témoigner et à se taire. Voilà. Maxence l'a montré. On a l'impression que les limites sont repoussées avec le temps. C'est-à-dire, il y a un demi-siècle, il suffisait de dire j'ai vu un ovni pour éventuellement être approché par des hommes en noir, nous disons de se taire. Aujourd'hui, il faut un peu plus pour être approché par des hommes en noir, j'ai l'impression. Et sinon, on voit au-dessus des Men in Black un hélicoptère noir. Ça, c'est un sujet qui est sérieux aussi. Il y a réellement des gens qui ont été harcelés, on peut dire, par des hélicoptères noirs. C'est pas des Ouais. rumeurs, c'est Et c'est lié Alors, aux non mutilations immatriculé. animales. Les mutilations animales, je il y a aussi confirme, des hein, témoignages les, d'hélicoptères noirs. Oh, pardon. les Ouais. hélicoptères noirs, moi je confirme parce que j'ai enquêté sur une contactée française, mais qui a vécu ça en Suisse. Et il y avait constamment des hélicoptères noirs sans aucun matricule, sans aucune marque, ce qui n'existe pas, hein. Il n'y a pas d'hélicoptère noir officiellement. Les hélicoptères ont toujours un numéro d'immatriculation, un peu comme une plaque minéralogique ou une cocarde si c'est un hélicoptère de la gendarmerie ou de l'armée. Bon, mais en France, il y a eu des cas, et en Suisse, d'hélicoptères noirs liés à des affaires d'OVNI. Donc, moi, à l'époque, j'étais assez sceptique, mais avec le recul, le cas auquel je pense, ben, je me dis que ce témoin, qui était une femme contactée, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes, c'était assez troublant et, bon, elle a été un peu harcelée. François, tu as pris ce mot. Oui, c'est exactement le cas. Et Ouais, les c'est pas un hélicoptères survol très haut passaient. dans le ciel. Des fois, ils descendent très bas, à 15 mètres Tout à d'altitude. fait.
Euh, Et là, le cas auquel je pense, c'est ça se passait en zone rurale en Suisse, et les hélicoptères passaient très très bas, alors qu'à proximité, il n'y avait pas de base d'avions, de base d'hélicoptères, il n'y avait pas de base militaire, et il y avait quand même ces hélicoptères noirs qui étaient tout à fait impressionnants. Voilà. Bon. Et bruyants, comme des vrais hélicoptères ou... on a les deux cas. Non, On a des ouais, cas où c'est très bruyant et d'autres complètement silencieux. Donc c'est à mon avis, il y a plusieurs types D'accord. d'hélicoptères c'est très noirs. C'est bizarre. très bizarre. Là Complètement aussi, silencieux. là aussi, on est un peu à la marge de l'ufologie conventionnelle, mais ça fait partie en tout cas du récit et on ne peut pas les ignorer, ces histoires, parce que, enfin, moi, les témoins que j'ai rencontrés étaient tout à fait sincères et j'ai Ah aucune bah, raison de douter de ce qu'ils disaient. Daniel Robin en parle dans un livre. Oui, Il parle de deux cas français où c'est des ufologues très sérieux qui ont vu chacun au-dessus de leur propre maison des hélicoptères noirs voler ouais, très bas je et confirme. en vol stationnaire. Betty Andreasson, une célèbre contactée américaine, a été harcelée pendant plusieurs années avec son mari par des hélicoptères noirs et tous les voisins aux alentours pouvaient témoigner. Ils ont bien vu ces hélicoptères et ils ont même pris des photos. Donc voilà, c'est pas juste des rumeurs. Très bien. Et effectivement, ce qui est intéressant, le mot a été lâché par François, il ne s'agit pas de rumeurs, c'est que toutes les histoires au sens noble du terme qu'on évoque, elles sont documentées. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a dit, qui a dit, qui a dit. Non, c'est des témoignages directs. Donc on n'est pas dans le domaine de la rumeur. On est dans le domaine du récit. Après, est-ce que ce que les témoins ont vu correspond vraiment à ce qu'ils ont décrit? C'est encore autre chose. En tout cas, c'est pas de la rumeur, c'est du témoignage. OK. OK. Donc, ça termine la première partie de cette conférence.